L'information au bout des doigts avec le Nord Info, l'Éveil et Info Laurentide. Au micro, Mathieu Loca. Dans la vie, les histoires à succès, là, parfois ça commence avec des gens qui ont eu leurs parents derrière eux et parfois ce sont des gens qui se sont construits eux-mêmes. C'est le cas de quelqu'un de la région. Je ne sais pas si vous avez vu le livre, il est en librairie depuis environ 2 mois. Ça s'appelle Le bâtisseur visionnaire. Il a commencé sa carrière, là, il avait 6 ans, achetait des t-shirts à 1,5 $. Il y revendait 5 $. Par la suite, il était dans le paysagement et le milieu de l'immobilier l'a ensuite éveillé. Vous, ça vous commence peut-être à vous sonner une cloche. Il s'agit de Ray Jr. Courtemanche. Il est derrière Cité Mirabel, un magnifique complexe qui, même s'il est développé, là, il y a encore d'autres projets à venir. On le retrouve au bout du fil. Monsieur Courtemanche, bonjour. Bonjour, vous allez bien? Vous allez bien, vous? Bien sûr, toujours. Avec du beau temps d'aujourd'hui, on est tout le temps de bonne humeur. Pourquoi écrire un livre? Parce que, après tout, vous avez... c'est pas avec un livre qu'on fait de l'argent au Québec, on s'entend là-dessus. Là. C'était quoi le besoin d'écrire votre histoire? Ben, premièrement, ça a commencé avec la pandémie qu'on vient de vivre. Puis, depuis plusieurs années, mon histoire d'entrepreneur, elle interpelle beaucoup de gens qui sont dans le sport ou bien en entrepreneuriat ou bien en leadership ou dans l'immobilier. Puis je suis souvent invité dans des conférences où est-ce qu'on partage notre expérience. Puis durant le début de la pandémie, il y a beaucoup de gens qui communiquaient par soit Messenger, soit par texto, soit qui m'appelaient, soit qui ils voulaient me rencontrer au bureau. Parce que les gens, on a tous vécu un gros stress avec la pandémie, mais il y a des gens qui ont trouvé ça plus dur. Puis les gens se viraient vers moi parce que mon histoire, ceux qui la connaissent, mais ils savent que j'ai quand même passé beaucoup d'épreuves dans la vie, puis ils voulaient savoir comment que moi je voyais la pandémie, comment j'étais pour la vivre. Puis là, ben, j'avais tellement de demandes que je réussissais pas à répondre à tout le monde, puis ça me brisait le cœur. Fait que l'idée nous est venue à ce moment-là de dire, ben, tant qu'à avoir des moments confinés à la maison, puis à pas avoir le droit de faire d'activité, pourquoi pas transformer ce temps-là en temps positif, puis justement de créer le livre pour, pendant la suite de la pandémie, mais de partager justement mon histoire, puis qu'elle pourrait inspirer des gens à se retrousser encore plus les manches pour passer en travers, ou bien de réaliser un nouveau rêve qui était de côté depuis plusieurs années. Fait que c'était vraiment pour ça de partager le plus possible. Vous l'avez vécu comment, M. Courtemanche, la pandémie? Parce que chaque secteur d'activité a eu ses défis. Certains, ça a été un surplus de travail, alors que d'autres, il y a eu carrément plus de travail. Dans votre milieu, la construction, la gestion, ça ressemblait à quoi? Ben, je vous dirais que au départ, quand ils ont annoncé la pandémie, j'ai été stressé sûrement comme tous les gens qui ont entendu la nouvelle. Puis là, mais où est-ce que j'ai mangé comme le coup de masse dans le front? C'est quand ils ont fermé les chantiers, puis là, ils ont fait un lock-out total. Ouais. Puis je me suis retrouvé avec des immenses chantiers que j'avais débutés, les plus gros projets de ma carrière d'entrepreneur, dont le 700, que ça faisait 1 mois qu'on l'avait démarré. On avait un trou de presque 100 000 pieds carrés de creuser, d'une profondeur de presque 20 pieds de profond, puis qu'il fallait abandonner le chantier, laissant des immenses trous qui étaient presque dangereux pour le public. On avait des clôtures de sécurité tout le tour, mais il fallait quand même se présenter à tous les jours pour aller surveiller, pour s'assurer que les fonds de trous se remplissent pas d'eau, puis que si jamais qu'il y avait un enfant qui tombait dans un trou, qu'il y avait de l'eau dedans, qu'il y ait un noyade. Alors, vous aviez une responsabilité. Exactement, même s'ils nous demandaient de rester à la maison, puis on allait ces chantiers, puis on se faisait arrêter par la police pour vérification, savoir qu'est-ce qu'on faisait à l'extérieur, justement, sur le chantier, mais
nous, on fallait quand même y aller pour sécuriser les chantiers, puis mettre les pompes, s'assurer que l'électricité fonctionne tout le temps pour que l'eau soit tout le temps pompée puis qu'il soit sorti des trous. Fait que ça a été tout un stress qu'on avait justement à ne pas avancer les projets, mais de s'assurer en plus qu'ils soient sécurisés, qu'il n'arrive pas de rien de malheureux justement pour quelqu'un qui s'est réintroduit par les clôtures. Des fois, les enfants sont curieux, puis ils traversent les clôtures puis ils se ramassent sur le chantier, puis là, il y en a un qui tombe dans un trou, mais ils nous ont donné seulement que 24 heures pour tout fermer. Fait que c'était pas évident pour nous d'être 100% safe. Fait que c'est pour ça que à tous les jours, on se rendait sur les lieux pour aller s'assurer que tout le temps, les chantiers étaient sécuritaires. Quand on regarde votre histoire, M. Courtemanche, on voit que vous n'avez pas toujours roulé sur l'asphalte. Vous avez fait un peu de garnotte, puis un peu de hors-piste, permettez-moi l'expression. Vous avez commencé jeune. Votre mère a abandonné la famille. C'est votre père qui vous a élevé. Vous avez été élevé dans un garage à 5-6 ans. Vous mettiez de l'essence. Par la suite, votre père qui faisait des courses automobiles, là, c'est là que votre sens des affaires s'est développé, comme je le disais en introduction, en achetant des chandails 1,5 piastre puis en les revendant 5 piastres. Est-ce que c'est à partir de le déclic s'est fait vraiment là? Oui, mais sérieux, c'était... Si on entend ça comme histoire, mais les gens ils vont dire « Oh mon Dieu, pauvre enfant, il était pas chanceux », mais... Ouais, mais vous étiez heureux, là? Oui, moi, j'étais vraiment, vraiment heureux. J'étais dans le monde des adultes. J'allais aux courses, je voyais des bolides de courses. Mon père gagnait des courses, puis j'avais les doigts pleins de graisse. Mon linge, j'étais tout sale, mais j'étais dans mon milieu. J'étais de bonne humeur. J'étais un enfant qui a eu, à mes yeux, à moi, une belle jeunesse. Pas de mère pas de maternité de mère qui était là présente à la maison, mais mon père était présent, puis il me partageait des bonnes valeurs. Puis justement, qu'est-ce que vous expliquez, les T-shirts? C'est que, vu que mon père était pas fortuné, mais il pouvait pas se permettre de me donner de l'argent à profusion pour faire du karting ou de la course. Puis là, l'idée qui nous est venue, c'est que le garage, il était pas loin de la rue Chabanel, où est-ce qu'il y avait toutes les shops de manufacture de vêtements à Montréal, sur Saint-Laurent. Puis là, mon père avait des clients au garage qui, justement, il y avait des manufactures de T-shirts. Fait qu'il fabriquait des T-shirts avec l'effigie de la voiture de course, puis avec le nom à mon père, Tilou, numéro 5. Puis moi, j'étais tout content. Je me promenais dans les estrades, puis je vendais les T-shirts dans la foule, dans les estrades. Puis quand il y avait les intermissions, j'allais où est-ce qu'il y avait les tables de pique-nique en arrière des estrades. Puis là, les gens allaient chercher des hot dogs, de la bière ou de la liqueur. Puis là, moi, je criais T-shirt Tilou numéro 5. Puis là, j'étais tout content quand quelqu'un venait m'acheter un T-shirt dans ma tête. Je venais de faire un gain de 3,50 $, puis mon père m'en donnait la moitié. Puis avec cet argent-là, ça me permettait de faire ma passion qui était de rouler en karting sur le circuit qu'il y avait aux pistes de course où est-ce qu'on allait les week-ends puis le mercredi soir quand mon père coursait. Vous avez été ce qu'on appelle un décrocheur. Vous, l'école, ça n'a pas été pour vous. Ça a été l'université de la vie, l'université de la rue. Mais quand on regarde votre parcours, ça a été votre première entreprise. Par la suite, vous avez été dans le paysagement. Vous ne l'avez pas eu facile. Là. Vous avez appris sur le tas tout le long de votre histoire d'entrepreneur. Oui, exactement. Mais comme... si on en regarde ça roughement, les gens vont dire « pauvre enfant, il était malheureux », mais quand j'étais jeune, comme vous avez dit tantôt, j'étais pompiste au garage, fait que ça m'a emmené rapidement à communiquer avec les gens, puis quand j'allais au pont, je demandais aux gens qu'est-ce qu'ils voulaient comme essence, s'ils voulaient que je vérifie leur huile, regarder la pression d'air dans les pneus. Les gens échangeaient avec moi, fait que pour moi, ça a été comme un peu comme l'école de la vie, comme vous dites. Puis, quand j'ai commencé à faire du porte-à-porte pour offrir mes services de tonte de pelouse, mais j'avais déjà une expérience de communication avec les gens. Fait que pour moi, ça l'a déjà été comme facile au départ. Puis là, je sonnais aux portes, puis j'offrais aux gens de
de tondre leur gazon, puis en même temps, mais la meilleure façon, c'est de donner confiance aux gens, parce que si tu arrives tout de suite, puis tu sonnes à la porte, tu dis « Hey, madame, voulez-vous que je coupe votre gazon? » Mais la madame va rester surprise, elle va même être craintive, parce qu'elle sait pas à qui qu'elle a affaire, mais j'avais déjà comme une communication facile. Fait que quand j'arrivais chez les gens, ben je faisais mon introduction, comment vous allez, c'était facile pour moi. Puis là, pendant que je leur parlais, puis je leur demandais comment ils allaient, mais c'est là que je leur disais, je passais dans votre quartier, puis j'étais avec ma tondeuse. J'aimerais ça si vous avez l'intention de faire couper votre gazon. J'ai remarqué en passant en avant de chez vous que votre pelouse était longue. Fait que je pourrais tondre votre pelouse pour 15 $. Puis là, mais les gens, tout de suite, ça leur donnait confiance. Fait que si les gens avaient pas leur petit-fils qui venait tondre leur gazon ou bien il avait pas eu le temps de le faire, mais les gens ils me disaient « Oh, vas-y, tonde ma pelouse. Fait que je m'organisais tout le temps pour, quand je tondais le gazon, en faire un peu plus, nettoyer les plates-bandes, ramasser les bouts de journaux qui pouvaient savoir envoler au vent en dessous de la tête. Fait que les gens appréciaient parce que, oui, ils me payaient pour tondre la pelouse, mais vu que j'en faisais un petit peu plus, mais je gagnais encore plus leur confiance et leur satisfaction. Fait que la prochaine fois, la semaine suivante, quand je me représentais aux mêmes portes que les gens m'avaient dit oui, mais j'avais gagné déjà leur cœur. Fait que c'était facile d'accumuler la clientèle qui devenait fidèle à moi comme j'ai été fidèle à eux. Fait que c'est comme ça que j'ai commencé à offrir des services d'entretien de terrain dans le paysage. On est en compagnie de Ray Jr. Courtemanche. Il est l'auteur du livre Le bâtisseur visionnaire. Également, c'est lui qui est derrière la Cité Mirabel qu'on connaît à Mirabel depuis à peu près une dizaine d'années. Si on avance rapidement là, dans votre cheminement, parce qu'avec le livre riche que vous avez écrit, on pourrait se parler pendant 2h30, là, jusqu'à un certain moment donné dans le paysagement, dans la tonte de gazon, déneigement, tout ça, vous aviez eu à peu près jusqu'à 120 employés. Puis, à un moment donné, arrive une possibilité pour acheter les terrains de ce qu'on appelle aujourd'hui Cité Mirabel. C'était le projet Lac Mirabel. C'était des intérêts américains. On était après la crise de 2018. Donc, encore une fois, un peu comme avec vos pelouses, vous n'êtes pas gêné pour aller cogner à la porte des banques ici, mais il n'y en a pas un qui voulait vous aider, là. Non, mais pour vrai, ça a été au départ vraiment difficile. Les banques, c'est encore difficile aujourd'hui parce que les institutions financières veulent plus prendre de risques comme dans le passé. Ils veulent des financements qui sont presque garantis avec des propriétés uniques, avec un emprunteur, pas un leader comme moi qui fait des projets à multiples. Fait à leurs yeux, à eux, même si ça fait 37 ans que je suis à mon compte puis que j'ai jamais eu aucune faillite puis que mon crédit est A1, mais le fait que je fais plusieurs projets en même temps, ben vous êtes à risque pour eux autres, là. Exactement. J'ai beaucoup de restrictions des institutions financières, puis je vous dirais même que j'ai pas de support de leur part. Je suis obligé d'aller vers des prêteurs privés. C'est des gens du 514 ou du 450 qui ont eu des grosses entreprises, qui ont eu du succès. Puis eux, ben ils ont confiance en moi, puis c'est ces gens-là qui prennent le financement des fois de mes gros projets exactement, parce que les banques, c'est vraiment difficile, comme je disais tantôt. Puis quand j'ai commencé à solliciter les institutions financières pour me financer le financement du projet, mais tout ce que j'avais, c'était des refus. Puis ça a duré pendant presque 3-4 mois. Puis là, après ça, je suis retourné renégocier avec l'institution financière américaine, puis le monsieur qui était derrière le Caesar Palace à Vegas, monsieur Sheldon Gordon. Puis il a fait aussi à Calgary le gros mall, le centre commercial où ce qu'on retrouve un parc aquatique intérieur. C'est comme un centre commercial très populaire au Canada. Puis ce monsieur-là, il y avait beaucoup de projets avant-gardistes, un peu comme je suis moi aujourd'hui. Puis là, ben, je suis retourné négocier avec le monsieur, puis finalement, j'ai trouvé des ententes avec eux. Puis là, ben, j'ai débuté
le projet de la Cité de Mirabel, puis à mesure que j'avançais le projet, mais je leur payais les terrains à mesure, vu que j'avais pas réussi à avoir le support des institutions financières canadiennes. Ça vous donnait du cash flow pour continuer. Là. Dans le fond, ils vous ont fronté, comme on dit dans le milieu, puis par la suite, avec le cash flow, avec les liquidités, là, vous remboursiez à mesure, puis ça vous permettait de vous créer une richesse à l'intérieur de tout ça. Là. Cité Mirabel, vous avez parlé de Calgary, parc aquatique. Est-ce que c'est encore dans vos cordes, malgré la pandémie, malgré que la rareté des matériaux de construction, malgré le fait que l'acier, on ne peut pas garantir un prix plus que 7 jours de ce temps-ci? Est-ce que vous rêvez toujours à un projet comme ça? Ah, bien ça, c'est sûr. C'est un projet que je tiens à cœur. Comme les gens qui vont lire le livre, ils vont voir que une de mes inspirations de toute ma vie, c'est l'histoire de Walt Disney, Monsieur Walt, celui qui a créé la petite souris, qui a créé un empire, puis les parcs d'attractions. Pour moi, ça a toujours été une inspiration à moi d'une personne positive qui a créé. J'ai lu le livre des 100 ans de Disney, puis il a vécu comme moi plein de refus. Il y avait plein de projets ultra créatifs. Puis la même chose pour lui, les institutions financières ne voulaient pas le suivre. Ça a été des intérêts privés qui ont embarqué dans ces projets au départ, puis c'est comme ça qu'a créé l'empire de Disney. Fait que, oui, j'ai toujours espoir de faire mon immense hôtel avec le parc aquatique relié avec une passerelle aérienne qui communique l'hôtel avec le parc aquatique. Puis comme vous avez mentionné, oui, en ce moment, les matériaux ils ont explosé, mais ça, c'est un peu de l'abus des multinationales parce qu'ils profitent de la situation qu'il y a une demande, mais il y a moins d'inventaire parce que les industries ont été fermées pendant presque un an de rouler à pleine capacité. Fait que les industries, ils ont peut-être roulé, je vous donne un exemple, il y a beaucoup de produits qui viennent du Mexique en électricité. Ben, si les usines roulaient, exemple, à 200 employés au lieu de 1000, mais il y a eu 20% de production. Fait que c'est sûr qu'il y a un manque à gagner de 80% de la production de l'usine, mais depuis quelques mois, il y a des pays, exemple comme le Mexique, qui se sont sûrement mis à produire à pleine capacité. La semaine passée, la Floride a déconfiné à 100%. Fait que les manufactures et les usines des États-Unis, eux aussi, vont se remettre à produire. Fait que je crois que quand les entrepôts de ces manufactures-là vont redevenir pleines à 100% de capacité, ben les prix vont se remettre à se restabiliser. Je vais vous donner un exemple que j'utilise souvent. Oui. Quand on achète des oranges de la Floride puis qu'il n'y a pas eu de gel au sol, ben on va avoir 20 oranges pour 5 $ dans un sac dans les épiceries du Québec. Puis à un moment donné, s'il y a des zones en Floride où est-ce que les productions d'oranges, mais il y a du gel au sol, puis il y a 75% de la production qui gèle, puis il reste 25% intact parce qu'il y avait des zones qui avaient gardé la chaleur, exemple, puis ces oranges-là, ils n'ont pas gelé, ben là, on va payer 20 $ pour 5 oranges. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Puis ça, on le voit presque à chaque année. Il y a des années qu'il n'y a pas de gel au sol en Floride, mais il y a des années que ça arrive. Mais les années que ça allait arriver, les producteurs qui ont réussi à sauver leur production, eux, ils savent qu'il n'y a pas beaucoup d'inventaire. Fait qu'à ce moment-là, ben, ils profitent de la situation pour nous donner 5 oranges pour 20 $ pour remplir leur coffre. Je pense un peu c'est ça qui se produit avec les multinationales en ce moment, mais comme M. Legault a dit, vers le 24 juin, si on réussit à faire vacciner 70% ou 75% de la population, on va atteindre l'immunité collective. Alors, ils vont commencer à déconfiner. Mais ici aussi, les manufactures vont commencer à produire peut-être à 70, 75, 85% de leur production. Puis les prix aussi vont stabiliser. Fait que
ça sera pas à vie l'abus comme on vit en ce moment. Hein. Oui, c'est vrai. Vous êtes un visionnaire. Un visionnaire dans le milieu des affaires, c'est quelqu'un qui voit ce que la très grande majorité de la population ne voit pas. Vous avez, depuis des années, vous êtes associé à la Rive-Nord. Vous avez eu paysagement à Laval, votre déneigement aussi du côté de Laval. Vous avez construit des maisons du côté de Lorraine. Là, vous êtes du côté de Mirabel. Vous voyez quoi pour les Basses-Laurentides dans les 5-10 prochaines années? Là? La vision de Ray Courtemanche, c'est quoi par rapport aux Basses-Laurentides? Moi, je vous dirais que les Laurentides vont vraiment exploser parce que avec la pandémie, je crois que les gouvernements puis la pénurie de personnel, ils vont ouvrir les portes à l'immigration. Puis il va y avoir beaucoup d'immigration parce qu'on en a besoin. Puis il y a des gens avec des compétences incroyables qui viennent de d'autres pays, qui veulent venir vivre ici au Canada, au Québec, à cause de notre stabilité, que ça soit pour l'économie, que ça soit pour la stabilité pour la famille, la sécurité. Ouais. Stabilité politique, dans le fond, il n'y a pas de guerre ici. Là. Exactement. Puis les gens, ils se sentent en sécurité ici, puis on a besoin de ces gens-là. Alors, quand ils arrivent ici à Montréal, je vous donne un exemple, mais les gens, ils vont être portés plus à s'installer au centre-ville pour la facilité du transport en commun, puis l'habitation avec les services rapides. Puis qu'est-ce que ça fait? Ce que j'ai remarqué, c'est que les gens, ils vont s'en aller dans les banlieues, que ce soit sur la banlieue nord de Montréal ou sur la rive sud. Puis ce qui arrive aussi, c'est que Laval s'étend vers Mirabel, Blainville, Saint-Jérôme. Fait que je vois un immense boom économique qui va arriver dans les 5 prochaines années sur la rive nord. Puis moi, ben, je vais continuer à créer des tours de 15 étages d'habitation dans la cité de Mirabel, ainsi que des tours à bureaux, du service de proximité épicerie. On a fait une belle clinique médicale qui est un groupe de médecine familiale. Alors, ils prennent la carte d'assurance maladie. Mm-hmm. On a le parc aquatique qui devrait démarrer quand je vais trouver des partenaires financiers qui vont avoir de l'intérêt à le créer avec moi. Alors, je vois une belle lumière au bout du tunnel pour la Rive-Nord, pour le développement et aussi l'environnement. Je dirais que la Rive-Nord, on a une belle mixité de la nature avec les lacs, avec les grands parcs, exemple comme le parc du Domaine Vert, le boisé de Belle-Rivière à Mirabel. C'est des très beaux parcs où est-ce qu'on peut aller marcher, faire du sport, aller courir, faire du vélo de montagne. Alors, je vois une belle vision pour l'avenir de la Rive-Nord. Et bon, on parle depuis le début de Cité Mirabel. Évidemment, il y a énormément d'expansion qui peut arriver là. C'est pas le pied carré qui manque, mais est-ce que Ray Courtemanche a des projets à Boisbriand, à Saint-Jérôme, à La Chute, à Saint-Eustache? Est-ce que dans votre vision, là, avez-vous d'autres projets aussi ailleurs dans la région? Oui, j'ai beaucoup de sollicitations pour la région de La Chute. La Chute, je vous dirais que c'est un endroit qui va avoir un boom un peu comme on voit à Mirabel en ce moment mettons, dans 5 ans puis les années à venir. Saint-Jérôme, même chose. Je vois beaucoup de développement puis j'ai beaucoup d'offres de gens qui ont des terrains dans ces régions-là. Puis même aussi, tout près de Saint-Sauveur, Piémont, j'ai beaucoup de gens qui m'approchent pour m'offrir des projets de développement. Fait que je vous dirais que je vais aller vers le nord. Je crois que j'ai fait ma marque de commerce, puis je suis comme un défricheur de concepts, de projets. Puis les gens me suivent, mais c'est comme moi qui rouvre le chemin. Fait que je pense que j'aime les sentiers plus difficiles au lieu d'aller dans le facile. J'aime créer, j'aime emmener des concepts où ce qui fait bon vivre, où ce qu'on a une mixité, études, scolarité, service de gardiennage, service de bureau, restauration, centre sportif. J'aime beaucoup créer des milieux de vie qui sortent de l'ordinaire où est-ce qu'il fait bon vivre. Puis je crois que
la Rive-Nord m'interpelle beaucoup pour créer ce genre de projet. Ben écoutez, on vous en souhaite plein, M. Courtemanche. On aurait pu parler de beaucoup de choses, notamment de votre carrière en NASCAR, mais je voulais un peu axer le tout sur les Basses-Laurentides parce que vous connaissez le marché, vous connaissez le secteur et je pense que l'opinion d'un homme d'affaires est importante quand on parle de vision dans 5-10 ans. Donc, c'est pour ça qu'on vous a eu, entre autres, en entrevue aujourd'hui. Je vous remercie infiniment pour votre temps. Ben, merci à vous, c'est vraiment apprécié. Puis continuez à parler à des entrepreneurs, à des créateurs, parce que je vous dirais que ça inspire beaucoup notre jeunesse. Puis c'est la relève, c'est important de partager justement pour que ces gens-là amènent aussi leurs rêves à réalité, puis qu'ils partagent eux aussi à leur tour par la suite. Alors, je vous remercie de l'entrevue, c'est vraiment apprécié. Puis à tous ceux qui ont aimé notre entrevue, mais allez chercher le livre Le bâtisseur visionnaire. Il est disponible dans toutes les librairies, bibliothèques, Walmart, commande en ligne. On est partout. Alors, je vous laisse vous inspirer dans la lecture de mon livre. Puis merci beaucoup de l'entrevue. Très bien. Et c'est publié chez Un Monde Différent. Merci, M. Courtemanche. Bonne journée. Merci à vous. Bonne journée. Ray Jr. Courtemanche, il est homme d'affaires et aussi l'auteur du livre Le bâtisseur visionnaire.